sur ce qu'on peut faire en tant qu'architecte dans l'humanitaire. Donc voilà, moi avec ma petite expérience et Laurent avec une expérience beaucoup plus professionnelle, on avait envie de vous faire un retour d'expérience et partager ça avec vous. Donc voilà. Donc moi je vais vous parler un peu d'abord d'Architectes sans frontières, je sais pas. On est sur Strasbourg, on est l'antenne Strasbourg, le siège social se trouve à Paris. Et à Strasbourg, on est une petite équipe qui travaille pas mal. Et si vous voulez, le fonctionnement d'Architectes sans frontières on travaille toujours en partenariat avec une association, c'est-à-dire qu'Architectes sans frontières ne sera pas porteuse du projet, mais viendra en assistance à quelqu'un, une organisation qui a un projet architectural. Donc, les principaux champs d'intervention et disons notre mode de fonctionner, c'est avant tout, on va dire, se situe sur 3 pôles, à savoir sensibiliser par exemple des techniques architecturales qui ont été perdues dans certains pays. Donc on essaye de travailler avec les artisans locaux, avec le savoir-faire local et pour le mettre en valeur. Ensuite, coopérer avec eux, puisque de cette façon, il y a un certain nombre d'artisanat et de travail qui peut se développer et ça permet de développer par exemple le commerce de matériaux locaux sur place ou tout simplement le développement de petites entreprises ou de petits artisans qui vont travailler autour du projet. Et bâtir, dans la mesure du possible, on essaye de travailler avec des techniques locales, avec des artisans locaux et avec des matériaux locaux. Alors, Architectes sans frontières, il faut savoir qu'il y a eu une première génération dans les années 80-90. Ensuite, chacun, c'était essentiellement des étudiants, et c'est vrai qu'à l'arrivée du monde du travail, petit à petit, l'association c'est un peu moins travaillé. Et donc, il y a eu une période un peu morte, et ensuite, il y a déjà 4 ans, je crois, un élève en 2e année d'architecture à l'INSA a remis en place toute l'association, et donc c'est depuis ce temps-là que, on va dire, c'est la 2e génération d'Architectes sans frontières. Donc il y a eu, dans la première génération, il y a eu pas mal de projets en Afrique, au Brésil, en Iran, et ensuite il y a eu aussi le Dicofibus à Strasbourg, puisqu'en fait, si vous voulez, Architectes sans frontières travaille évidemment essentiellement à l'étranger, mais aujourd'hui on essaye de faire aussi des choses beaucoup plus locales. En tout cas, c'est l'intention d'Architectes sans frontières à Strasbourg. Et je ne sais pas, peut-être que vous avez vu le Dicofibus, je ne sais pas si là, ces derniers temps, il se balade un peu dans les rues. Et là, ça a été un projet mené entièrement par Architectes sans frontières Strasbourg, où des bénévoles ont retapé ce bus anglais. Et à l'étage, vous avez une bibliothèque, et au rez-de-chaussée, un bar, et un petit bar, et des psychologues et des infirmières qui viennent, qui sont à l'écoute des SDF et de prostituées. Une spécificité aussi de ce Dicofibus, c'est que par exemple le soir, il a ce travail beaucoup plus donc dans les rues de Strasbourg, et dans la journée, on a souvent un travail de sensibilisation auprès des jeunes, par exemple, par rapport aux drogues ou des MST. Donc voilà un peu les projets. Le projet, on va dire qu'on mène déjà depuis presque 2 ans à Strasbourg, c'est le projet d'une école au Cachemire pakistanais, puisque, là je vous situe le Pakistan, entre l'Inde et la Chine. Et donc toute la partie, attends, tu peux peut-être montrer, toute cette partie-là, donc c'est le Cachemire, tu vois, le Cachemire. Alors attends, peut-être, ouais, là. Donc, si vous voulez, donc en octobre 2005, il y a eu un séisme de magnitude 8. Tu m'as dit 7,6, oui, presque. Et qui a causé des terribles dégâts. Et donc, ça a touché cette partie-là du Pakistan.
il a touché aussi Islamabad, la capitale. Et donc, suite à ce séisme, moi, à ce moment-là, je faisais un stage de technique constructive antisismique dans le sud de la France. Et ensuite, on s'est mis en relation avec une association qui s'appelle France Cachemire, qui est située à Paris, et qui avait l'intention déjà, dans un premier temps, d'aider, de mener une aide d'urgence à la population. Et puis, par la suite, petit à petit, l'idée est venue de faire une école pour les enfants. Donc, nous, depuis déjà 2 ans, on travaille avec elle pour la mise en place de ce projet. Alors, est-ce que je peux non. Alors le projet, évidemment, on reprend toujours les mêmes principes de notre travail, à savoir le respect des traditions architecturales locales. Donc c'est vrai qu'il y a eu tout d'abord tout un travail qui a été fait de recherche sur la construction architecturale locale. Une première mission de reconnaissance a été faite tout de suite après, c'est-à-dire en janvier 2006. Et là, donc, il y a eu pas mal d'informations qui ont pu être recueillies sur les systèmes antisismiques aussi locaux qui existaient déjà. Les buts du projet, là je vais passer un peu vite, mais donc c'est évidemment, comme je vous ai dit à l'introduction, ce travail avec les artisans et avec les matériaux locaux à travers la découverte des traditions architecturales. Et Laurent, lui, il a bien travaillé là-dessus, et donc il va vous en parler plus tard. Avec aussi les techniques antisismiques qui étaient déjà là auparavant, mais qui se sont perdues avec l'arrivée du béton, avec pas mal de choses. Moi, ce que je voulais vous dire ce soir, c'était un peu juste, déjà vous dire que Architectes sans frontières existe à Strasbourg. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde de l'INSA, beaucoup d'étudiants de l'INSA qui sont investis. Voilà, alors je viens en parler ici parce que c'est vrai qu'il y a peu de monde de l'ENSAS. Et alors ce projet, il a été monté alors qu'on était tous étudiants. Bon, aujourd'hui, je suis architecte. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était tous bénévoles et étudiants, donc on faisait ça à côté. Et on est une équipe de graphistes, des ingénieurs, il y a même quelqu'un d'histoire de l'art. Donc voilà, ça a été ça continue d'être, mais ça a été surtout dans un premier temps un vrai travail d'équipe avec chacun menant ses savoirs. Et c'est vrai que pour l'instant, le contexte politique fait que ce projet malheureusement est en stand-by, puisque je ne sais pas si vous avez peut-être suivi l'actualité. Et en tout cas, aujourd'hui, on fait une pause, mais on continue à travailler à côté et on espère que la situation au Pakistan puisse un peu se stabiliser pour pouvoir repartir. Donc là, la prochaine mission, ce serait une mission de reconnaissance, une mission d'étude de faisabilité, puisque nous avons 3 terrains et donc il faut choisir parmi ces 3 projets, ces 3 terrains, pardon. Laurent, tu peux juste... Ouais, voilà. Après... Alors, je vais juste vous montrer quelques images du Pakistan, un peu pour vous donner... Tu reviens? Ah oui. Donc voilà un peu quelques images de l'État, donc du Cachemire pakistanais en janvier 2006, donc quelques mois après le tremblement de terre. Donc voilà un peu ce à quoi... Donc c'est vrai qu'il y a eu par exemple la ville de Balakot qui a eu 90% des constructions qui ont été détruites, mais essentiellement des constructions en béton, et parce que pas assez de fer, parce que un béton de mauvaise qualité.
Et c'est pourquoi aussi il y a eu autant. Et alors il y a eu, tu me rappelles combien de. Ouais, 3 millions de sans-abri et 75 000 à peu près victimes, dont la seule région du Cachemire essentiellement. Donc voilà, donc ça c'est mes photos de la mission de reconnaissance. Et donc voilà, des camps à perte de vue. Peut-être qu'il y a une autre photo. Avant, il n'y en avait pas une. J'avais une photo, bon, c'est pas grave. J'avais une photo en fait où on voyait un peu toute la région là autour de Balakot, donc et Mont Safarat qui ont été l'épicentre du séisme et où ont été concentrés essentiellement le gros des victimes. Ce départ avec l'association France Cachemire, donc en janvier 2006, c'était d'abord aussi une mission de reconnaissance, bien évidemment, mais aussi, parallèlement, on a installé des préfabriqués pour installer une école provisoire pour les enfants. Donc voilà le camion qui a amené notre école. Un peu les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Et voilà un peu. Voilà. Voilà un peu des images. Alors voilà, ça c'est un peu l'image choc. Donc ça c'est la mosquée. Et là vous avez au bout la ville Caen, on va dire. Ce à quoi ça une tente. Et je pense qu'il y a encore des gens qui habitent comme ça, non? T'en as vu encore? Un tiers des victimes encore. Donc, vous pouvez imaginer ça en hiver, parce que là ils ont mis un plastique parce qu'autrement c'est pas vraiment. Moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tentes pas étanches, donc c'est vrai que des fois après à l'arrivée de l'hiver qui est très tôt. En fait, je sais que déjà au mois d'octobre, en novembre, il fait déjà très très froid. Voilà. Et un peu voilà, les gens reconstruisent malgré tout, un peu comme ils peuvent. Et voilà. Donc c'est vrai que là, il y a un gros travail à faire. Et l'exemple d'épaulement et de coopération avec ces populations, Laurent, il va vous en parler. Donc, je lui passe la parole. Ouais. Excusez-moi. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement comme ça? Ça a l'air d'aller. Alors, on se remet la lumière. Voilà. Bonsoir donc. Je suis un ancien élève de l'école. J'ai été diplômé en 2000, ici. Ça ne doit pas laisser des souvenirs à grand monde. Ça commence à faire un vieux système. C'était encore l'ancien de l'ancien système pour ceux qui sont actuellement à l'école. C'est le système qui a eu cours jusqu'à 2000. Après mes études d'archi, j'ai fait une spécialisation à l'ENSTIB à Épinal, en bois, qui est assez utile sur le terrain maintenant parce que ça ne me donne pas un titre d'ingénieur, mais je peux dire que je fais de l'ingénierie bois, ce qui rassure les gens. Parce que le titre d'architecte, vous le savez, je pense, à l'étranger, on dit les architectes, c'est des artistes, donc c'est des rigolos. Si on peut venir en disant qu'on fait de l'ingénierie bois, c'est vachement mieux. Et après, j'ai encore fait quelques études, mais j'ai fini par en avoir marre. Donc, je suis parti avec des ONG. C'est un parcours, je ne vais pas détailler le parcours pour rentrer dans les ONG comme Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge ou comme ça. C'est une assez longue histoire. Je peux en parler après au bar pour ceux qui sont intéressés. Là, je voudrais être un peu plus factuel, parler un petit peu des projets auxquels j'ai participé.
Pour commencer, j'aimerais quand même juste mentionner que ce soit un peu clair, parce que sinon on va se perdre. Je connais 3 ONG qui s'occupent d'architecture en France. Donc Archi sans frontières, c'est l'ONG dont Lydia vous a parlé. Moi, j'ai travaillé avec Architecture et Développement qui sont basés à Paris, j'en parlerai un petit peu. Et il existe architectes de l'urgence, qui sont aussi basés à Paris, que je connais de réputation un petit peu, avec qui j'ai jamais travaillé. Donc en gros, et à ma connaissance, c'est les 3 structures qui sont susceptibles d'employer des architectes, des jeunes architectes, pour des missions à l'étranger. Voilà, donc je les ai cités simplement parce qu'on se mélange un peu vite entre Architecture sans frontières, Architecture et Développement et d'autres. Et puis, donc voilà, ça c'est spécifique pour l'architecture. Après, donc, j'ai commencé pour ma part avec les grosses structures généralistes, les grosses structures médicales, donc Médecins sans frontières et la Croix-Rouge. C'est à la fois intéressant et problématique, en quelques mots quand même. C'est intéressant parce que c'est des structures qui ont des moyens, qui ont de l'expérience, qui ont une légitimité sur le terrain. C'est problématique parce que ce sont des structures médicales qui ne connaissent pas l'architecture et qui ont tendance à vouloir que l'architecture, ce soit comme la médecine, qu'on traite quelqu'un en quelques jours, quelques heures. Et c'est difficile de plier les contraintes temporelles de l'architecture aux contraintes de gestion des structures comme Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, c'est des contrats de 3 mois, des contrats de 6 mois. Donc on peut faire de l'abri, on peut faire du shelter, comme on appelle avec un bel anglicisme. Mais pour faire un projet d'architecture, c'est un peu limité, ça manque de continuité et ça pose donc un certain nombre de problèmes. Dans ce cadre-là, et là c'est là que ça m'intéresse, architecture et développement, pour l'instant je crois que ce sont les seuls, travaillent en partenariat avec la Croix-Rouge par exemple. Donc le but c'est d'apporter une expertise technique à une ONG médicale. Et ça c'est le contexte dans lequel je suis parti au Pakistan et ça marche assez bien. Je pense que c'est quelque chose qui est appelé à être développé. Voilà. Alors, on va quitter le Pakistan. Je prends les projets tout simplement dans l'ordre chronologique sur lesquels je suis intervenu. Ma première grosse mission, c'est au Libéria. Je vais prendre... Écoute, je parle un petit peu d'abord et après je montre les photos. Donc, je suis parti au Libéria. Le Libéria, j'ai pas de carte sous la main. En gros, quand l'Afrique commence à tourner, là, le Libéria, c'est là. Quand les bateaux allaient à la conquête de l'Afrique, c'est le petit pays qui fait l'angle au moment où on part vers l'Est. C'est une situation culturelle et... Excusez-moi, je rentre pas dans le... C'est une situation culturelle assez compliquée. C'est des retours d'esclaves américains, donc c'est des gens qui ne sont pas des Africains, même s'ils sont noirs de peau. C'est un contexte qui est très difficile à appréhender. J'ai mis assez long à comprendre ce qui se passait là-bas, qui étaient les acteurs, etc. Ça ne ressemble pas du tout, par exemple, au Burkina Faso, qui est pourtant juste ici. J'ai vécu 1 an au Burkina Faso pour différentes raisons. C'est pas loin et c'est un monde complètement différent. Donc il a fallu que je change un certain nombre d'idées préconçues pour pouvoir travailler au Libéria. Donc Médecins sans frontières est intervenu là-bas juste après la guerre. La guerre s'est terminée en 2003, c'est 25 ans de guerre civile. Donc 2003, c'est le départ de Charles Taylor, avec toutes les histoires politiques dont on a parlé. À ce moment-là, donc la communauté internationale est intervenue pour aider le pays pour sa reconstruction. Juste en 2 mots, 25 ans de guerre civile, ça fait une génération. Donc pendant une génération, là-bas, dans un pays où la moitié de la population avait moins de 25 ans, les gens ne sont pas allés à l'école, ils n'ont fait pas de chez eux, ils n'ont pas travaillé. Donc on est dans un contexte social difficile, c'est-à-dire que c'est très difficile de travailler au niveau des compétences. On n'avait pas là-bas de maçon, on n'a pas de plombier, on n'a pas de charpentier. Il n'y a personne qui soit capable d'empiler 4 briques, et ça c'est difficile à imaginer en fait. Voilà, on pose une petite annonce, on dit on cherche un charpentier, on a des gens qui viennent et qui se disent je suis charpentier mais je ne sais pas planter un clou. Donc il a fallu faire de la forme... Au départ, quand j'ai travaillé avec Médecins sans frontières, on voulait construire un hôpital et ça a été un peu difficile parce qu'on n'avait pas de main-d'œuvre. Je pense que je vais passer, excusez-moi, je regarde l'heure, je vais passer quelques images de ce qu'on a pu faire, mais c'est extrêmement décevant. Et ensuite de quoi, après, j'ai travaillé avec d'autres structures. Donc, je fais vite un petit exemple sur Médecins sans frontières. Alors, attends, bouge pas.
Un petit instant, voilà. Alors, je vous montre ça plutôt pour montrer les problèmes de qualité d'exécution, brièvement, juste en quelques images. Il y a peu de commentaires à faire. On voit les plafonds sont censés être en panneaux de bois compressé. Ah. C'est mieux si j'éteins ? Pardon. Donc voilà, les plafonds sont censés être en bois compressé. C'est mal mis en œuvre, c'est mal prévu, mal calculé, mal dessiné. Voilà, c'est du parpaing, c'est de la tôle, et c'est rarement très très réussi. Bon, il y a quelques satisfactions quand même. J'étais content de certains détails. Je ne vais pas rentrer, ce sera un peu court de tout montrer, mais un projet en fait sur lequel, pour situer un petit peu le contexte, on a été 4 architectes successifs. Il n'y a jamais eu de passation complète des documents. Donc on improvise chacun sur ce qui s'est fait avant, on découvre un peu les équipes, chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est pas évident. Ça, c'est peut-être la seule satisfaction que j'ai eue. Alors j'en parle. Je m'étais amusé un petit peu, c'est un écoulement d'eau, et je suis allé contre la perspective. C'est très large au début, très étroit au bout, là où c'est plus profond. Donc ça annule un peu l'effet de perspective. J'ai trouvé ça très rigolo, j'en étais très fier, et puis c'était ma satisfaction de 4 mois de boulot au Pakistan. Non, c'était le Libéria, excusez-moi. Je crois qu'il y a la photo depuis l'autre bout. Voilà, ça c'est l'autre bout. Là c'est le côté fin, et en haut le côté large. En dessus, il y a un toit qui dégoûte directement dedans, parce qu'on n'avait pas mis de chenaux. Voilà. Et puis, les salles d'attente, ça c'était marrant aussi. J'avais travaillé avec des peintres locaux et une équipe médicale pour faire de... Ça marche toujours ? Oui. Je sais pas, ça c'est café. J'ai une poche. C'est très archi. Pardon. Une autre petite satisfaction donc. Pardon. Ça va comme ça ? Une autre petite satisfaction, les peintures murales, donc c'est de la sensibilisation médicale à quelques problèmes d'hygiène et de santé. On avait fait ça, j'avais engagé des peintres locaux, et puis les médicaux avaient un petit peu travaillé sur les messages à faire passer. C'est peu de choses, mais c'était une bonne ambiance par rapport à l'ambiance de travail générale, encore une fois extrêmement difficile. Voilà. Est-ce que je continue ? Est-ce qu'il y a une question spécifique sur Libéria ? J'enchaîne, c'est là que ce sera le plus intéressant. Je prends tout de suite les photos. Pardon ? Alors, je suis retourné au Libéria. J'avais fait 4 mois avec Médecins Sans Frontières. J'ai fait 1 an et demi avec une ONG locale qui s'appelle LBT. Ça ne veut rien dire, personne ne connaît, c'est normal. C'est une ONG spécifique au Libéria. Là, c'était intéressant. C'est-à-dire que c'est une structure qui s'occupe de construction, qui produit de la brique, une brique locale, c'est-à-dire de la terre comprimée, c'est un sol de latérite. On récupère le sol, on le compresse. Ça fait des briques qui ont une bonne qualité structurelle, et surtout ça fait un matériau local, puisque vous avez vu les quelques photos que j'ai montrées. Sinon, c'est uniquement des matériaux d'importation, donc les budgets dépensés par les ONG repartent tous à l'étranger. Donc là, ça permettait de fixer un petit peu du budget de construction, et ça permettait de rester dans le pays. Et puis c'est une petite ONG que j'ai beaucoup aimée, avec laquelle j'ai eu du plaisir à travailler. Donc le but du jeu, là, on m'avait engagé comme consultant. J'ai fait beaucoup de petits projets au départ pour essayer de lancer la brique. Et puis j'ai pu finir par réaliser 2 projets qui étaient censés être un petit peu exemplaires, un petit peu démonstratifs de ce qu'on pouvait faire avec la brique. Et ça a assez bien marché. C'est-à-dire que la brique a eu du succès au Libéria, et du coup les gens se sont mis à utiliser un petit peu le matériau local. Voilà. Donc là je vous parle de projet, c'est un peu plus intéressant. Excuse-moi. D'abord le contexte. Alors le premier projet qu'on a fait, c'est un tout petit édicule comme ça. Ça fait 2 mètres sur 2 mètres.
Il nous a fallu plusieurs mois pour le faire, si je me souviens bien, 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Simplement pour des questions d'alignement des joints, de rectitude des parois, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas difficile. Il y a une paroi intérieure quand même, je tiens à le préciser. Et puis la charpente et les tuiles. Ah oui, l'entreprise produit aussi des tuiles. Donc c'est la brique et les tuiles. Il fallait aussi faire des essais de mise en place, de pose des tuiles. Voilà, donc première expérience, faire ce sont des toilettes, donc un petit chiotte de 2 mètres sur 2 pour former un tout petit peu les équipes et commencer à s'habituer au travail avec ces matériaux. Le même vu de l'extérieur, donc contexte de guerre ou d'après-guerre, on voit un petit peu les murs et les barbelés. Et ça, c'est le projet qui m'intéresse pour ce soir. C'est un projet très simple. Il y a un puits qui est ici, qui avait été fourni par une autre ONG, enfin creusé par une autre ONG, et on avait un budget de construction pour couvrir le puits. Un budget qu'on a étendu pour pouvoir faire un petit abri ici, une salle de palabre en fait, une salle de réunion. Ouais, donc c'est très très simple là encore au niveau des plans, au niveau du projet. Il a fallu, c'était à la fois une occasion de formation des équipes, on avait 4 maçons et quelques aides, et puis un projet encore une fois de publicité, de démonstration des capacités du matériau. Donc je passe un peu sur les photos de chantier, les débuts. La petite chose qui m'avait amusé moi sur le terrain, les angles sont en joint creux avec une colonne, qu'on a ensuite rempli en béton et qu'on a pu boucharder. Donc ça faisait un traitement de l'angle qui était intéressant, je ferai un petit croquis tout à l'heure. On a essayé 2-3 choses comme ça. Et puis les arcs, voilà, ça c'est la colonne d'angle une fois qu'elle est terminée, donc le béton de la colonne est visible et bouchardé. Et puis après c'est lié au chaînage périphérique. La charpente a été préfabriquée hors site avec une autre équipe, une équipe de charpentiers. C'est une charpente il y a des grosses contraintes sur l'utilisation du bois au Liberia, puisque, vous l'avez vu au début, le Liberia, il y a du bois, il y a de la forêt, mais l'industrie du bois est aux mains de mafias locales, donc le bois se vend très cher et en petites sections et en petite longueur. Donc on a 14 pieds maximum pour les pièces de bois, ça fait 4 mètres et une pichenette. Donc pour le petit édicule qu'on fait, on doit déjà avoir une jonction sur les pièces au milieu ici. Cela dit, malgré la jonction, c'est une ferme delta sans poinçon. On a trouvé que c'était suffisant pour une portée comme ça, il n'y avait pas besoin d'un poinçon et de contrefiche. Donc c'est une ferme delta toute simple avec un assemblage ici pour tenir sur les sections de bois, c'est moisan. Et puis des arbalétriers simples qui utilisent la totalité des 14 pieds qu'on a avec les bois locaux. Voilà, avec donc les échantillons préposés à la préfabrication, et après on a posé les pannes sur le chantier. Voilà le résultat, donc c'est très simple. C'est une arche parabolique, ça avait l'avantage que la parabole c'est une bonne approximation d'une descente de charge linéaire, ce qui permet de ne pas avoir de poussée sur les côtés, donc on peut faire un mur extrêmement ajouré dans un climat très chaud. C'était un des intérêts de cette forme-là, ça doit rappeler normalement des cours que vous avez eus sur Gaudi qui a utilisé l'arche parabolique par exemple. Et puis donc on est en encorbellement, l'arche est en encorbellement jusqu'au 45 degrés, je le remontrerai tout à l'heure. Quand on arrive au 45 degrés, on a le quart de camembert qui finit l'arche en arche véritable. Voilà. Alors le côté puits, avec un mur bas, qui sépare la partie puits de la partie palabre. La partie palabre, avec en bas une image de côté. Les 4 premières assises sont en briques avec du ciment à l'intérieur pour éviter les problèmes de remontée d'humidité et les fragilités dues à la pluie. Voilà, donc c'est la différence de couleur, et puis on avait décidé de jouer un petit peu avec ça aussi, puisque ça rappelait des modules de dimension 4 rangs par exemple pour les murs nains. Donc c'est un anglicisme. De l'intérieur, donc voilà, là c'est l'arche dont je voulais parler, on est en encorbellement jusqu'au 45 degrés là-haut, et après on a une arche véritable.
Encore une fois, c'est un système qui évite les poussées, donc on peut garder la structure complètement creuse, extrêmement creuse, et puis les colonnes sont relativement anecdotiques, on n'a pas eu besoin de beaucoup les ferrailler, c'est un contexte où on n'a pas de séisme, on n'a pas de tornade, on est extrêmement stable, donc le bâtiment est peu sollicité. Alors encore une vue intérieure, donc les bancs étaient intégrés. Et puis voilà. Donc le Liberia, ça a été surtout ça, je rallume. Ça marche. Donc le Liberia, une expérience avec une ONG locale, de la formation et des essais de transmission de compétences. Globalement, je suis satisfait de cette expérience, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris 1 an et demi pour arriver à faire ces 2 petites choses. Et non, je vais vous montrer, il y a encore un tout petit... Ah si, c'est vrai. Il y a encore un petit projet qu'on a fait après, un projet que je n'ai pas vu fini, mais où c'était le cours avancé, on va dire, de tout ça. J'ai quelques photos. Pour l'anecdote, c'était une pizzeria. C'est pas très important en soi. Ce qui était important, c'est que c'était de l'existant. Donc en fait, on avait une parcelle qui était trapézoïdale. Excusez-moi, je cherche le feutre. Il est là. Une parcelle qui était trapézoïdale comme ça, donc avec un angle aigu ici et un angle obtus ici. Donc des traitements de l'angle qui étaient un peu le cours avancé par rapport à ce qu'on avait vu la première fois. Une fois que je suis parti après ça, on n'a pas pu faire toute la suite, c'est-à-dire que je voulais aller renseigner les coupoles, les murs courbes, les murs un peu complexes, les choses comme ça. Il m'aurait fallu 3-4 années de plus que j'avais pas envie de donner. Donc l'arche d'entrée, toujours avec des encorbellements, mais cette fois en simple épaisseur, et puis la partie haute en arche véritable. Une vue d'ensemble, on a la porte d'entrée qui vient se plaquer par derrière, comme ça on n'a pas besoin de faire une porte courbe. On a 2 arches ici qui sont juste pour le show, parce qu'en fait elles seront remplies après, c'est juste pour la démonstration. Elles n'ont aucune fonction structurelle. Ici c'est l'angle aigu, je montrerai un détail tout à l'heure, et ce côté-là, mais on ne voit pas sur la photo, c'est l'angle obtus. Voilà les fausses arches, puisqu'elles n'ont pas de fonction structurelle. C'était plutôt pour le jeu de montrer un petit peu les fonctionnalités, les utilisations de la brique, le traitement de l'angle, un effet général. Voilà, c'était un petit peu le truc d'ensemble pour montrer différentes choses qu'on pouvait faire. Le support pour dessus faire une poutre de chaînage. Et il y a là encore juste un fer dans la colonne d'angle, celle-là elle n'est pas bétonnée. Et puis le reste c'est de la décoration. C'était sur la route la plus passante de Monrovia, donc les ouvriers travaillaient assez peu, ils passaient beaucoup de temps à discuter avec les passants qui posaient plein de questions sur savoir pourquoi la brique, comment la brique. Donc sur le rôle qu'on avait de promotion du matériau, c'était très réussi. Beaucoup plus que l'autre qui était un peu perdu à la cambrousse. Voilà l'effet général. J'avais proposé des colonnes torses comme ça s'est monté sans ciment. Ils ne les ont pas voulu, c'est pas des gentils. Ouais. Je m'amusais beaucoup avec les colonnes torses, mais ça n'amusait pas tout le monde visiblement. Et puis la petite meurtrière comme ça, c'était aussi un petit détail qui m'avait plu, parce qu'en fait avec l'alternance des assises, on peut mettre une vitre carrée à l'intérieur et remplir une meurtrière qui a des découpures complexes. Donc c'est des petites choses où avec des objets simples et rectangulaires, on fait des formes un peu riches. Voilà. L'effet d'ensemble avant qu'il démonte ma colonne torse. En bas, c'est un bar. C'était l'assise du bar qui était avec des assises croisées avec un angle, ce qui donne cet effet de texture assez intéressant. Et puis en face, c'est le bâtiment des Nations Unies. C'est un peu écrasant. Voilà, moi, je l'ai vu, c'est les photos des derniers jours où j'étais là-bas, donc il n'y a pas encore les fenêtres, c'est-à-dire que dans les parties carrées ici, il y avait des vraies fenêtres qui venaient en vitrage, etc., parce que c'était censé être climatisé. Et puis un toit, évidemment, dessus, mais ça, j'ai pas vu. Voilà.
Bah, c'était l'espoir, oui. Et vous avez appris ça où? Ben, à l'école. Non. Non, non, on a des renseignements, des expérimentations. On a fait, j'ai pas montré ici, on a fait des expérimentations en grandeur réelle. C'est un petit peu ça qui a vraiment démarré les projets, c'est-à-dire que j'avais fait des premières arches qu'on a faites, qu'on a démontées, qu'on a chargées. On a fait des expérimentations pour vérifier in situ la solidité de ces choses-là. Et puis la littérature, un certain nombre de structures. Bon, vous avez sûrement entendu parler, je ne les ai pas citées là, mais il y a Cratère aussi qui fait beaucoup de choses à Grenoble. Cratère, non, il n'y a pas de A. Donc Cratère, ils sont spécialisés dans la brique, dans ces produits-là. On a été de temps en temps en contact avec eux, ils peuvent donner un certain nombre de feedbacks, ils sont très ouverts, c'est des gens très intéressants. Donc la difficulté, c'est pas tellement, enfin vous avez vu, c'est des choses extrêmement simples. La question, c'est plutôt des détails de mise en œuvre, des détails d'exécution, et ça prend long avant d'être exécuté. Peut-être pour mieux répondre à la question, avant de faire de l'architecture, je faisais de la maçonnerie, donc j'ai une certaine intuition de ces choses-là. J'ai un certain nombre de choses que je peux expliquer et enseigner aux gens sur place. C'est un petit peu l'image de marque que j'aime tailler quand je suis là-bas, que ce soit au Pakistan ou au Libéria. Avec les maçons, les gens comme ça, j'arrive avec un marteau et une truelle et je me mets avec eux. Je veux dire, sans prétention, je ne suis pas aussi bon qu'eux quand ils sont bons, mais ce sera le cas du Pakistan tout à l'heure. Le Pakistan, les maçons sont bons, donc avec eux, j'étais modeste. Au Libéria, les maçons sont incompétents, donc auprès d'eux, je pouvais montrer que je savais faire les choses, au moins mieux qu'eux, donc j'avais des choses à leur apprendre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais quitter le Libéria, donc s'il y a d'autres questions sur le Libéria, je peux y répondre maintenant. Voilà. Donc après ça, je suis parti au Pakistan. Là, on rejoint le Pakistan dont Nidia parlait tout à l'heure. Donc le Pakistan, tremblement de terre, je redis les mêmes choses puisqu'il y avait quelques personnes qui ne sont pas arrivées tout de suite. Tremblement de terre en octobre 2005, très gros dommages sur le terrain. Beaucoup de victimes, une grosse mobilisation, mais après, comme toujours, on oublie très vite ce genre de choses puisque ça ne fait plus la une de l'actualité. Ce qui est important à comprendre au Pakistan, c'est que le tremblement de terre a eu lieu dans une zone extrêmement rurale, donc une zone d'autoconstruction. C'est des gens qui construisent leurs fermes tout seuls, avec les matériaux du coin, donc en général c'était de la pierre et du bois. Ils ont une ressource bois, ça c'est important. J'ai fait ma première mission en Afghanistan. En Afghanistan, ils ont de la pierre, mais ils n'ont pas de bois. Ça change beaucoup de choses. Tandis qu'au Pakistan, là où on était, on avait du bois. Donc il y a des traditions de construction. Il y a des traditions de construction de bonne qualité au Pakistan, je tiens à le dire. Mais ces traditions-là se sont perdues à partir des années 60-70. La raison la plus importante pour tout ça, c'est que les hommes qui travaillent partent dans les pays du Golfe en général pour gagner de l'argent. Donc il manque de personnes pour transmettre, de personnes pour recevoir, donc il y a un problème de transmission du savoir. Et donc le tremblement de terre de 2005 a montré un problème structurel qu'il y avait au Pakistan depuis de nombreuses années, qui est ce problème de transmission du savoir. Donc le tremblement de terre a eu lieu, le gouvernement a énormément agi, il faut le dire aussi, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il a très bien réagi, il s'est organisé tout ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le même, j'ai le droit de dire bordel dans une conférence, que pour le tsunami. Dans le tsunami, c'était sans nom, tsunami, il y a eu 600 ONG qui sont intervenues. Voilà, donc elles ne sont pas toutes de bonne qualité. Par contre, elles ont toutes voulu obtenir des visas prioritaires, elles ont toutes cherché à obtenir des billets d'avion pour aller là-bas, elles ont toutes cherché des places d'hôtel pour loger les gens. Donc voilà, 600 fois le nombre d'expatriés. Ça fait que le tsunami, c'était pas très réussi et ça a démontré un certain nombre de limites de l'action des ONG. C'est un sujet très intéressant, le problème politique et l'implication des ONG. J'en parlerai pas maintenant tout de suite, mais on pourra en parler tout à l'heure. Je reste sur le Pakistan.
Au Pakistan, c'est le gouvernement qui a réagi, le gouvernement a tout structuré, c'est un gouvernement militaire, ils ont au moins les qualités des militaires. Donc ils ont quadrillé la zone, ils ont dit chaque village, chaque zone, c'est un certain nombre d'actions à faire et chacun qui est responsable. Donc les ONG s'inscrivaient, on disait, alors moi je suis la Croix-Rouge, je veux faire tel village, tel village, tel village, et puis tel village, tel village. Et après, l'armée prenait tout ce qui n'était pas pris en charge par les ONG. Donc c'était structuré, on avait un cahier des charges précis, des choses à faire. Et ça, c'est un contexte qui est assez intéressant, c'est assez rare aussi, il faut le souligner. Dans l'humanitaire, souvent on vient, on fait un peu ce qu'on veut, on dit de toute façon ce qu'on fait c'est bien, c'est toujours ça de prix. Donc là, c'était bien cadré et c'était intéressant. Merci. C'était là que j'ai travaillé avec la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge française. Et architecture et développement que j'ai cité tout à l'heure. Donc c'est un contexte un petit peu idéal. Donc, attention, pardon. Encore une fois, 2 ans avant, j'avais fait l'hôpital de Monrovia où il y avait eu plein de problèmes de passation, des problèmes de construction, etc. Là, on est dans un contexte complètement différent. C'est la Croix-Rouge qui s'est inscrite, qui a fait ses petites croix, qui a dit non, on veut ça, ça, ça et ça. Et puis après, ils ont dit architecture et développement, bon, si on bossait ensemble, comme ça vous avez l'expertise technique et ça et tout ça. Et moi, je suis intervenu dans un 3e temps derrière. Ils m'ont dit, bon, il y a une mission Croix-Rouge à aider au Pakistan. J'ai signé. Alors, ce qu'on faisait là-bas, c'est d'abord le cahier des charges pour lequel on intervenait. Ça consistait à enseigner la construction parasismique basée sur le béton. Ça, c'était très clair. C'est-à-dire que le gouvernement voulait qu'on sache utiliser le béton. Nidia vous a montré tout à l'heure, le béton là-bas, il ne tenait pas. Le béton, c'était assez nouveau comme technologie. Et puis, c'est vachement bien le béton, on met tout dans une banche et tout, puis ça tient, c'est joli. Mais ça ne tient pas un séisme. Donc, il faut apprendre à le faire. On apprend le béton, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intuitif. Je ne sais pas combien vous avez eu de cours de béton pour l'instant, mais ça ne fonctionne pas du tout comme on l'imagine. Il faut réfléchir à des problèmes de force, de savoir où sont les tractions, de savoir combien on met de fer, de combien il y a d'adhérence, de savoir quels sont les nœuds de ferraillage à utiliser. Et puis la masse du béton aussi, c'est compliqué. Il faut des problèmes de dosage, il ne faut pas les remouiller, il faut laisser sécher. Enfin, en fait, ce n'est pas sécher. En français, on a des problèmes de vocabulaire. Il faut que ça prenne en restant humide. Donc tout ça, c'est pas intuitif. Si on l'explique pas aux gens, on fait une grosse pâte à modeler et puis on décoffre en faisant gaffe. Si ça tient, on est content. Voilà, donc le gros la mission de départ, c'est la construction en béton. Après, à ça, aussi dû à la présence de AED, ça c'était le cadeau bonus, on était 2 architectes, j'avais un collègue, et lui s'est spécialisé dans l'étude des maisons traditionnelles en bois et pierre. Il a fait un gros boulot à ce niveau-là, et il a réussi à faire reconnaître ensuite au niveau du gouvernement la qualité des constructions traditionnelles. Et une fois que ça a été reconnu, on a pu l'enseigner. Voilà, donc ça, c'est très important parce que ça donne aux gens, d'une part, la satisfaction de se rendre compte que leurs grands-parents ne disaient pas que des conneries, et d'autre part, ça donnait l'opportunité aux vieux, aux anciens, aux vieux maçons qui avaient l'habitude de faire des bonnes choses, ça leur donnait l'occasion de transmettre leur savoir parce qu'on donnait un cadre, on donnait de l'argent pour des cours, etc. Donc il y a pu y avoir un transfert de compétences des anciens Pakistanais aux nouveaux Pakistanais, pour une fois que ce n'est pas un transfert de compétences qui va du nord vers le sud ou de l'Occident vers d'autres pays. Donc ça, je suis particulièrement content, et je peux le dire puisque ce n'était pas ma partie, donc je suis particulièrement content de cette partie de la mission où on a travaillé sur les techniques locales, on a pu les enseigner et les faire reconnaître. Après, pour la petite histoire, la mission s'est moins bien terminée qu'elle avait commencé, puisque avec les troubles de cette année, la mission a été évacuée en juillet. Moi, j'étais plus là-bas, mais les autres sont partis un petit peu très beaucoup vite. Ils ont eu des problèmes sur le terrain. Et voilà, donc on a dû interrompre nos activités plus tôt que prévu, ce qui est dommage, mais tout ce qui a été fait, et l'avantage de la transmission de connaissances, c'est que tout ce qui a été dit a été entendu, et on n'a pas interrompu de construction, on n'a pas laissé des sacs de ciment sur le terrain, on a dit un certain nombre de choses, et on peut espérer qu'une partie de ces choses-là ont été enregistrées. Alors, excusez-moi, pour là-bas, j'ai surtout le PowerPoint que j'ai fait quand je suis rentré.
Alors, ma fonction là-bas, c'était l'enseignement. Donc moi, je formais des équipes de 4 personnes en principe. Donc on avait 8 équipes de 4 personnes, plus quelques administratifs, ça faisait 35 personnes en tout. Je leur faisais des cours, des longs cours, des cours d'une journée, de 2 jours parfois. Et puis après, ils allaient dans chaque village de la zone dont on avait la charge et ils redonnaient ces cours en langue locale aux populations qui étaient là. Donc dans le jargon des ONG, la position que j'avais, ça s'appelle la formation de formateurs. Et ces formateurs, donc, c'est les équipes de Pakistanais qui étaient là-bas et qui allaient travailler dans les villages. C'est des gens avec qui j'ai eu un énorme plaisir à travailler, c'est des gens extrêmement compétents. Encore une fois, c'est l'opposé du Libéria. C'était des maçons et des charpentiers qui m'ont beaucoup appris en maçonnerie et en charpente. Et puis, on travaillait aussi avec des sociologues pour améliorer l'impact des discussions qu'on avait, des choses comme ça. Donc les sociologues aussi étaient des gens de très haut niveau et très compétents. Donc mon rôle là-bas n'était pas du tout le rôle que j'avais au Libéria. Au Libéria, j'étais une espèce de ponte qui savait tout parce que personne ne savait rien. Là, je me retrouvais au milieu d'une équipe de gens qui sont compétents, qui en savent autant et plus que moi. Donc j'étais juste un organisateur, un gestionnaire d'équipe, mais pas du tout un prof ou quoi que ce soit. Et c'était très agréable, je dois le dire. Donc cela dit, c'est moi qui ai à peu près systématisé les cours. On avait 4 cours principaux. Donc encore une fois, les cours étaient donnés dans chaque village, chaque communauté, puisque c'est des communautés très dispersées. Et on revenait pour chaque cours. Donc on revenait une fois par mois. Les équipes revenaient dans chaque village une fois par mois pour suivre les chantiers en cours, pour donner le cours qu'on avait préparé et pour voir où on en était dans la construction. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer brièvement en revue, il me reste a priori une demi-heure, passer brièvement en revue ces 4 cours, un petit peu de technique parasismique pour voir ce qu'on a enseigné au Pakistan. Et puis voilà, c'est un petit peu de la technique, j'espère que personne n'est allergique. 4 cours, ils sont cités là sur la droite. J'avais pris l'habitude de faire plein de petits dessins parce qu'on n'avait pas de PowerPoint sur place, évidemment. Donc, et puis, même si moi j'en avais eu, les gens qui allaient, les formateurs qui allaient dans les villages, eux, ils allaient dans les villages sans PowerPoint. Par contre, ils avaient les flipcharts comme ça. Donc, je leur faisais des cours de dessin où ils devaient s'entraîner à dessiner le même dessin très vite, très régulièrement pour pouvoir être extrêmement précis sur un certain nombre de... être capable de dessiner une charpente du premier coup, juste et aux bonnes proportions. Donc, ils s'entraînaient le soir au camp. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc le contexte, j'ai fait l'essentiel. Je vous ai dit que le plus important, donc les gens qui sont compétents, un village, un paysage qui ressemble un peu au Jura chez nous, surtout l'hiver, même genre de température, beaucoup plus chaud en été par contre, mais en hiver il y a de la neige, il fait -5, -10, et il ne fait pas bon ne pas avoir de maison. Un énorme manque de population masculine, puisque les hommes en âge de travailler vont travailler à l'étranger. En général, il reste un homme valide par famille, et puis les vieux et les gamins, et les femmes. Tous les autres vont travailler ailleurs. Pour les moins lointains, ceux qui vont pas trop loin, c'est ceux qui vont à la capitale, et ceux qui vont plus loin, c'est ceux qui s'expatrient. Voilà. Et puis, différentes qualités de construction. Ça, c'est des constructions très mauvaises, sans aucun renfort, parce qu'une partie de la population n'a pas les moyens de se payer du bois pour faire une construction renforcée. Et puis de temps en temps, de la bonne construction qu'on pourra voir tout à l'heure. Encore une fois, je répète brièvement, les trainings, c'était des équipes de 4. Là, on voit 2 personnes en train d'enseigner la construction, les gamins qui lorgnent au-dessus. Et puis après, des discussions plus informelles autour d'une table, des visites de chantier de chaque maison en cours de construction, des conseils directs, donc une prise directe avec la population. Et puis voilà, ça aussi c'est l'image d'Épinal, c'est là que je vous demande de garder dans votre tête, c'est l'arbre et les gens autour qui discutent, c'était ça qu'on essayait de faire. Et le paysage. C'est des rizières, mais c'est aussi pour le blé et pour le maïs, les 3 cultures dont les gens vivent là-bas. Alors, premier cours. Donc choix du site, terrassement, etc. Très important en parasismique.
En fait, ce qui était difficile quand j'enseignais le parasismique là-bas, c'est que le choix du site, c'est au moins 50% de la résistance d'une maison, et que les gens n'ont pas le choix du site puisqu'ils ont une maison, ils ont un terrain et ils ne peuvent pas changer de terrain. Et que si le terrain est mauvais, c'est encore plus difficile de le revendre, donc ils ont encore moins le choix. Donc finalement, on se retrouve dans une situation un petit peu paradoxale où on enseigne comment choisir un site, qu'est-ce qu'il faut faire, et les gens n'ont pas le choix. Et donc après, on essaye de corriger une situation alors qu'on sait que la base est mauvaise. Donc c'est un petit peu délicat, c'est délicat d'arriver vers des gens et de leur dire oui, votre maison, vous avez fait tout ce qu'on est censé faire, vous avez mis la bonne quantité de béton, la bonne quantité d'acier, c'est bien fait, mais votre maison, elle n'est pas très sûre quand même parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Donc c'est une situation diplomatiquement difficile qu'on avait à choisir. Je vous fais le cours brièvement quand même, qu'on voit un petit peu. Est-ce que ça vaut la peine ? Oui. Donc pour le parasismique, sur un terrain comme ça, vous savez qu'il faut éviter la maison sur le sommet parce qu'il y a des amplifications de secousses. Il faut éviter la maison dans les creux, moins pour les secousses que pour les risques d'inondation. Donc les situations idéales, c'est les situations en pente pas trop pentues. Après, le plus important de ce qu'on enseignait, c'est qu'on ne se fonde jamais sur le remblai, mais toujours sur le déblai. Donc il a fallu enseigner à faire des murs de soutènement pour qu'on puisse fonder la maison sur la partie en déblai. Et ne pas construire la maison. En fait, dans la tradition là-bas, ils ont tendance à adosser les maisons, ce qui est assez mauvais, puisque les secousses de la terre se répercutent directement dans la structure, ça empêche la maison de bouger. Donc voilà, la base de ce qu'on enseignait, c'est le déblai, construire sur la partie déblayée, enfin, ne pas construire sur le remblai, construire sur le déblai. Une maison qui ne soit pas adossée à la pente, mais qui soit indépendante. Et puis, on essayait chaque fois de bien dessiner avec mes équipes un petit toit de pente, parce que c'est un pays de toit-terrasse. Et le toit-terrasse, ça pose des problèmes parce que c'est une toiture qui est une toiture lourde, ici. Donc, si on fait bouger la terre en bas, la toiture augmente ce mouvement et a tendance à faire cisailler les murs. Donc les toitures lourdes posent problème. Là encore, on est à la limite de l'architecture, on arrive dans la sociologie. On est dans des pays où les gens ont l'habitude de faire des toits-terrasses, ils utilisent ces toits-terrasses. La photo de l'arbre tout à l'heure, c'était sur un toit-terrasse, en bord de toit-terrasse. L'arbre ne pousse pas dans la maison, mais quand même. Là, on est sur un toit-terrasse. Le toit-terrasse en particulier est utilisé pour faire sécher les graines à la fin des récoltes, à l'abri des animaux. Donc on ne peut pas non plus imposer le toit-terrasse, là aussi il faut composer avec les traditions, mais dans les conseils qu'on donnait, en particulier les conseils du gouvernement, c'était clairement du toit à deux pentes en tôle ondulée. Donc on a essayé de travailler ça, de l'expliquer, d'en parler, de discuter avec les gens et de voir dans quelle mesure c'était acceptable ou pas de faire des toits-terrasses et des toits à deux pentes. Un petit peu sur la forme aussi. La forme idéale, je sais pas, vous avez des cours de parasismique, je pense, il faut éviter les formes trop complexes. En plan en particulier, une forme un peu carrée, c'est bien. Des formes où il y a des forts décrochements comme ça, c'est pas bien, parce qu'il y a des mouvements différentiels qui font qu'il y a des risques sur les angles. Ça sollicite énormément les angles, donc il faut renforcer les angles. Donc en gros, il vaut mieux dissocier les volumes à ce moment-là et faire des volumes indépendants. Voilà, des petits volumes comme ça. Ça, c'est les petits dessins que les équipes de formateurs sur place devaient faire. C'est très difficile culturellement de proposer de faire un joint creux officiel de 10 cm, comme on doit le faire quand on lit les régulations, parce que faire 2 murs, ça coûte 2 fois le prix de faire un mur. Donc là aussi, sociologiquement, on essayait de proposer de faire un trou de plusieurs mètres qui soit utilisé, qui ait une fonction à ce moment-là, dans l'intervalle. C'est-à-dire que ce soit une étable, que ce soit une salle de bain, que ce soit quelque chose en structure légère, donc pas du tout les mêmes structures que les murs, mais une structure légère qui fasse que les 2 murs qu'on demande de faire dans ces situations-là, on n'en perde pas un des deux, mais qu'ils soient les deux utilisés. Donc c'est un petit peu le compromis qu'on avait trouvé avec auprès des populations locales pour dire il ne faut pas faire un L, c'est pas bien. D'ailleurs, on ne disait pas un L parce qu'ils n'écrivent pas en français ou en alphabet latin. Mais il ne faut pas faire d'angle comme ça. Il faut faire 2 volumes. Et si vous devez faire 2 volumes, plutôt que de construire un trou qui ne sert à rien, faites un trou plus grand et utilisez-le. Mettez-y les animaux ou la salle de bain ou quelque chose comme ça. Voilà.
Je saute le reste parce qu'on va pas... Les fondations, de toute façon, c'est toujours des fondations filantes. Là-bas, on n'a pas de radier général, on n'a pas de pieux, donc voilà. Je montre quand même l'image d'un château un peu plus au nord, qui n'était pas dans la zone du séisme, mais il date du XIIe siècle, donc en 800 ans, il a dû en avoir quelques-uns de séisme quand même. Il a été restauré il y a 3 ans, et 4 ans maintenant, c'était en 2004. Et ils ont gardé les bois d'origine, donc les bois du XIIe siècle, ça n'a pas bougé, la structure n'a pas bougé. Et puis, voilà, ça démontre, je pense, une partie des qualités de construction qu'on peut avoir là-bas. Il y a 4 étages, si je me souviens bien. Donc c'est ce genre de choses qu'on est allé étudier, mon collègue en particulier, étudier, faire expertiser et faire reconnaître. Voilà. Alors, deuxième cours. Vous voyez quand même à peu près les diapos comme ça, parce que sinon je dois à chaque fois éteindre la lumière. J'aurais pris les cours à l'envers, vous m'excuserez. Oui, c'est pas grave. Je commence par les 2 techniques de bois. Donc les techniques que mon collègue a fait étudier. Les noms locaux, c'est le batar et le daji. Voilà, c'est vos 2 premiers mots d'ourdou. C'est 2 techniques qui sont très différentes. Donc là aussi, on est dans une région assez vaste. Il a fallu enseigner, avoir plusieurs traditions de construction et comprendre plusieurs traditions de construction. Et donc, on ne pouvait pas favoriser une des techniques. Donc, c'est 2 vallées différentes, enfin 2 régions différentes qui font 2 techniques différentes. Et encore une fois, non seulement différentes, mais presque opposées. Je vais essayer de les résumer en quelques mots. Le batar, c'est celui qui est en haut à gauche. Ça consiste à faire une maison en pierre et puis à mettre des renforts horizontaux en bois. En particulier, dans du batar comme ça, il n'y a aucun élément verticaux. Le bois n'est pas porteur, le bois est structurel mais pas porteur. Donc c'est un bâtiment en pierre. C'est important à comprendre. Avec 2 épaisseurs de 2 pièces de bois, comme ça, etc. Donc, c'est les 2 pièces de bois qui arrivent comme ça et les 2 autres qui arrivent dans l'autre plan, ça fait un assemblage qui est assez intéressant, qui peut bouger un tout petit peu, donc ça permet d'absorber l'énergie cinétique du séisme, mais il faut que l'assemblage ici soit bien fait, et c'est ça qui s'était perdu dans les 30 dernières années. C'est-à-dire que maintenant, on trouvait que ça suffisait d'amener une pièce de bois, une autre pièce de bois en dessous, puis de mettre un clou. On trouvait que c'était vachement bien, c'est pratique, ça va vite. Le clou, c'est nouveau, hein. Le clou, ça date pas, c'est pas arrivé il y a très longtemps là-bas. Et puis évidemment, ça pose des problèmes de bois qui se fendent, donc ça tient absolument rien. Donc on a réenseigné à faire des tenons mortaises propres avec chaque pièce de bois qui est entaillée au tiers. Je dessinais un demi, entamé au tiers et la pièce d'en dessous. Et la même chose répétée derrière, puisqu'il y a la deuxième épaisseur. Donc ça, c'est très important, c'est l'assemblage du batar qui permet de faire la rigidité de l'ensemble, l'assemblage d'angles. Alors, on voit ici, ça c'est un bâtiment, je ne sais plus de quand il date, mais il a 200 ou 300 ans. On voit bien ici les abous qui dépassent, puisque ce sont des assemblages à mi-bois corrects. Donc on est allé étudier, enfin mon collègue surtout, est allé étudier ce genre de choses et voir qu'ils avaient bien tenu et réenseigner ce genre de technique. Le daji, c'est ça c'était notre maison pilote, qu'on a fait 2-3 essais. C'est l'opposé. C'est l'exact opposé, c'est quelque chose qui est assez familier chez nous, ça consiste à faire une structure verticale en bois, à contreventer cette structure à moitié, je dirais, c'est-à-dire qu'on ne va pas contreventer en faisant des angles rigides, on la contrevente avec des systèmes un peu plus... des diagonales qui ne sont pas des diagonales de rectangle, mais juste des éléments comme ça en bois, des pierres là au milieu, ce qui fait que tout ça c'est un petit peu élastique. Ça bouge un petit peu. Quand il y a un séisme et qu'on appuie ici, ça peut bouger. C'est pas très grave. Parce que c'est dans ce mouvement-là que l'énergie du séisme est absorbée.
Donc à ce moment-là, ça ressemble beaucoup au final, c'est pour ça que je parlais d'ici, ça peut ressembler beaucoup à du colombage. J'amenais là-bas des photos de colombage pour leur dire que, c'est quelque chose qui était vaste, qu'on retrouvait dans le monde entier. Ce qui fait, d'ailleurs, le colombage est très efficace contre les séismes. Donc le plus important dans cette technique-là, c'était d'enseigner de ne pas rigidifier les angles et de ne pas rigidifier les panneaux. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une maison en daji, c'est bien joli, comme ça, comme il faut, et qui s'amuse à mettre du béton sur un des éléments, cet élément est rigide, et à ce moment-là, toutes les pièces de bois à la jonction vont casser, puisque tout le reste est souple. Donc il faut absolument une unité sur l'ensemble de la construction, surtout interdire le béton, surtout ne pas cimenter les pierres à l'intérieur, c'est un assemblage à la boue pour garder une petite mobilité. Et donc faire des angles, on avait travaillé, il y a des détails d'angle précis à respecter, je ne vais pas vous les faire maintenant, mais des assemblages un petit peu complexes. Donc ça demande des bons charpentiers et surtout ça demande une bonne compréhension de l'ensemble pour ne pas mélanger les principes. Encore une fois, si dans une maison daji, si on rigidifie un élément, quel qu'il soit, on concentre toutes les contraintes dessus, donc ce sera le premier à péter dès qu'il y a une secousse. Alors que là, on a une résistance d'ensemble grâce à la souplesse. Voilà. Tandis que le bâtard, c'est complètement différent. C'est une certaine souplesse aussi, mais la souplesse est due au frottement des pierres les unes sur les autres. Et encore une fois, c'est la pierre qui est porteuse ici, et le bois sert de lien. Alors qu'ici, c'est le bois qui est porteur, et la pierre sert de remplissage. Voilà. Donc, les deux techniques bois. Je vais éteindre. Voilà. Ça, c'est un bâtard moyennement bien fait. L'assemblage au bout n'est pas bon. Mais enfin, ça donne une petite idée. Et ça, c'est notre daji. Donc, on voit bien les pierres assemblées à la boue. Et quelque chose qui ne vient pas rigidifier excessivement l'élément. Il le stabilise, mais il ne le rigidifie pas. Ça, par contre, c'est un très bon bâtard. Pas tout à fait celui qu'on enseignait, mais très intéressant, qui venait des régions du Nord, là où il y a le château qu'on a vu tout à l'heure, exécuté de façon contemporaine, mais selon les traditions. Et toujours les parties bois, donc là, ça ne demande qu'à être rempli, sans que ce soit complètement bloqué, encore une fois. On essayait d'enseigner que le plus intéressant, c'est les remplissages un peu aléatoires, comme ça. C'est ceux-là qui sont les plus dissipatifs en énergie. Si on fait une croix, si on fait quelque chose de trop régulier, on est moins dissipatif que quand on fait quelque chose comme ça d'un peu aléatoire, puis après on met un enduit, comme ça ne se voit pas. Parce qu'on n'aime pas trop en général les choses un peu postmodernes comme ça. Voilà, et ça c'était nos chantiers à nous, donc c'est une photo que j'aime bien parce qu'on voit les deux. Là on est en train de faire un bâtard propre, là on voit bien l'assemblage à mi-bois. Donc double assemblage, hein. C'est l'épaisseur du mur qui part vers le fond, donc une pièce à l'intérieur, une pièce à l'extérieur, au contraire, et les deux autres qui se croisent, donc ça fait 4 points d'intersection à chaque plan. Et derrière, la maison expérimentale en daji. On a fait une maison expérimentale parce que la région où nous on était, c'était une région de bâtard, et c'était la vallée d'à côté qui était la vallée d'Adji. Donc, troisième cours, les deux techniques béton. Un petit peu la même question. Il y a deux techniques de béton, deux techniques qui avaient été reconnues par l'État pakistanais. Et ça a été un petit peu compliqué parce que là encore, c'est des techniques qui ne travaillent pas du tout de la même façon. Donc, il a fallu faire un gros travail pédagogique d'explication aux autoconstructeurs. Encore une fois, il faut imaginer que c'est des paysans qui construisent, ce n'est pas des architectes, des maçons et des savants. Donc il a fallu trouver des moyens pédagogiques pour être extrêmement concis et précis dans ce qu'on enseigne, et surtout pour éviter les grosses erreurs, les grosses malformations et les bêtises qui font qu'après les maisons s'écroulent. Tiens, pour la petite histoire, je fais une anecdote, je m'interromps une minute. Les bâtiments qui se sont écroulés, ce n'est pas tellement les maisons en fait, c'est les écoles et les hôpitaux. C'est-à-dire que tous les bâtiments gouvernementaux se sont écroulés, ils étaient extrêmement mal construits, et donc les principales victimes, c'est les enfants dans les écoles et les gens dans les hôpitaux. Je dis ça pour relativiser un petit peu les choses. Les gens ne sont pas si bêtes, ils ne construisent pas si mal, c'est plutôt les entreprises qui avaient été mandatées par le gouvernement qui avaient très mal fait leur boulot. Et bon, on ne s'étend pas là-dessus parce que c'est quand même pas très très bien de la part des entreprises comme ça
de faire du boulot comme ils ont fait. Donc, encore une fois, je reviens à ce que je disais, c'est des populations d'autoconstruction. On a dû essayer de trouver des choses très simples à expliquer et pourtant efficaces. Là encore, il y a deux techniques. C'est pas nous qui avons choisi, c'était le gouvernement, encore une fois. En anglais, on appelait ça la confined masonry et la reinforced masonry. Elles fonctionnent de deux façons opposées. Il y en a une qui consiste, c'est la confined masonry. C'est ce qu'on fait un petit peu chez nous, c'est ce que, si vous avez le bouquin de Milan Zaczek, c'est ce qu'on nous conseille de faire. Ça consiste à faire des pans de maçonnerie entièrement entourés de béton. C'est-à-dire qu'on fait des colonnes en béton qui vont jusqu'au chaînage. Comme ça, tout est bien solide. Et puis au milieu, on met de la maçonnerie, mais on n'est pas obligé d'en mettre. De toute façon, on s'en fout, c'est pas structurel, c'est pas très important. L'important dans ce genre de structure, donc, c'est de complètement encloisonner chaque élément de maçonnerie sur les quatre côtés. De même que chaque baie est encloisonnée. Donc, il y a toujours une poutre qui vient relier deux poteaux si on veut faire une baie. Donc, ça, c'est le principe de la confined masonry. Voilà. La reinforced masonry, c'est l'opposé, enfin pas tout à fait l'opposé, mais c'est assez différent. Ça ressemble au bâtard, mais en béton. C'est-à-dire que ça consiste à dire, on fait une maison, en parpaing ou quoi que ce soit, avec des bandes de rigidification horizontale en béton. C'est pas le même principe, ça fonctionne pas de la même façon. Au niveau technique, pas tout à fait. Et là aussi, on avait tendance à voir des... Non, je finis, pardon. Le gros de la différence, c'est qu'ici, on a beaucoup de colonnes. Alors qu'en Reinforced Masonry, on a très peu de colonnes. Donc cette technique-là a été la première proposée par le gouvernement, parce que c'est la plus économique. Donc ils se sont dit, on va proposer un truc pour que les maisons soient pas chères. C'était pas bête, c'était bien, mais les gens ont commencé à rajouter des colonnes, en se disant, on rajoute des colonnes, c'est plus solide. Et le problème en parasismique, c'est que c'est pas toujours le cas. Il faut gérer des problèmes de souplesse et des choses comme ça. Donc, du coup, si les gens commençaient à mettre des colonnes, il fallait passer en confined masonry. Donc là, on a essayé de bien différencier les deux. On leur a dit, si vous voulez faire des colonnes, vous faites ça et vous le faites bien. Vous mettez des colonnes partout. Vous reliez toutes vos colonnes aux semelles et à la sablière. Vous reliez vos fenêtres, etc. Les baies, vous les encadrez complètement. Si vous voulez faire des colonnes, vous faites tout ça correctement. Si vous voulez faire du reinforced masonry, économique, à ce moment-là, vous faites comme on vous dit, il y avait un certain nombre de détails qu'on enseignait, mais vous ne faites pas des colonnes additionnelles comme ça, juste pour faire joli, en se disant que si on en met plus, c'est toujours mieux. Pour la petite histoire, je reviens sur ce que Nydia disait, elle disait qu'il n'y avait pas forcément assez d'acier dans les bétons. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai vu des maisons, on m'avait montré une maison que j'étais allé voir, le gars avait montré, il avait des ferrailles de 25 dans sa maison. Donc c'est des trucs qu'on utilise pour les ponts, hein, c'est plus gros que le stylo. Et il m'a dit, vous voyez, ça va tenir ma maison, hein, c'est solide et tout. Le problème, c'est qu'une ferraille de 25, si on n'a pas l'adhérence autour et si ce qui est construit autour n'est pas prêt pour, ça va fragiliser la maison. Donc on ne peut pas s'amuser, quand on fait de la construction parasismique, on ne peut pas s'amuser à rajouter des trucs en se disant ce sera plus solide si on en rajoute un peu. On ne peut pas mettre plus de fer en se disant ce sera plus solide, ou on ne peut pas mettre plus de colonnes en se disant ce sera plus solide. Il faut essayer de respecter un petit peu les études qui ont été faites. Donc voilà, on disait, si vous faites du reinforced, c'est économique, c'est simple, vous faites vos bandes, vous les faites proprement. Alors après, dedans, dans le mur, on met une ferraille à chaque angle pour liaisonner le tout, qui évite simplement qu'il y ait toute une tranche qui se casse la figure. Mais vous faites quelque chose vous êtes un peu strict sur le principe, et par contre, vous n'interrompez jamais les bandes. Ça, c'est le plus important. Et à ce moment-là, la seule exception tolérable, c'est une porte. Même les fenêtres, on demandait à ce qu'ils les fassent entre les bandes, parce que si on commence à interrompre les bandes, le système ne fonctionne plus. Si vous voulez plus de portes, plus de fenêtres, ou si vous voulez mettre des colonnes, vous faites de la confined masonry, et à ce moment-là, vous mettez des poteaux partout. Voilà. C'est un petit peu ce genre de choses qu'on essayait d'enseigner, donc de bien différencier. J'ai pas beaucoup de photos. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Je reviens dessus. Ouais. Ça, c'était des maisons modèles que faisait une autre ONG à côté sur les principes. Donc, encore une fois, c'est des principes gouvernementaux qui ont été utilisés dans tout le pays.
Donc il y avait quelques ONG qui en ont fait très bien, et puis on s'est moins appesanti sur ces techniques-là, on s'est surtout appesanti sur les outils pédagogiques pour pouvoir enseigner ça aux gens, pour que ce soit bien compris et que les gens comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils mettent du béton quelque part, pourquoi ils mettent du fer dans le béton, et pas qu'ils se contentent de copier des modèles et des images. Brièvement, les toitures. Après, on arrivera au bout. Je vous ai dit, le gros problème de la toiture, c'est la toiture plate. Les gens ont l'habitude de faire une maison à toiture plate. Donc, le problème d'une toiture plate, c'est que traditionnellement, c'est peut-être un peu intéressant qu'on voit ça quand même, la toiture plate traditionnelle, c'est des pièces de bois qui sont quasiment jointives, des pièces qui sont à peu près de 10 par 10. Donc très, très abondante. Après, dessus, ils mettent des fascines de petits bois et après de la terre. De la terre argileuse qui est un peu compressée, qui dame et qui donne une certaine étanchéité. Après, quand il neige, on vient balayer la neige parce que sinon l'humidité vient quand même s'infiltrer. Mais en fait, avec une terre argileuse, on a une assez bonne étanchéité. Au début, quand il pleut, l'eau pénètre un peu, il y a des fissures, et puis après l'argile gonfle, ça bouge toutes les fissures, et au bout d'une demi-heure de pluie, c'est étanche. Donc il faut juste supporter la première demi-heure. Et puis balayer la neige de temps en temps. Encore une fois, le plus important, c'est qu'il y a une très grande sociologie du toit-terrasse, donc on ne peut pas venir avec des gros sabots et dire « c'est pas bien ». Il a fallu qu'on essaye de comprendre, il a fallu qu'on donne des instructions sur comment faire les murs si on veut faire des toits-terrasses. Il y a un certain nombre de choses qu'on a rajoutées ou changées. Et puis, on n'a pas voulu trop enseigner les toitures en béton, parce que là aussi, une bonne dalle, c'est pas évident, il faut faire un bon ferraillage, c'est assez complexe. Les gens s'y essayent parfois, quand ils s'y essayaient, les équipes qu'on avait leur apportaient un peu de soutien, un peu de conseils, mais on n'a pas enseigné en tant que tel, parce qu'on n'a pas trouvé pédagogique d'enseigner aux gens de faire des toitures terrasses si on n'avait pas derrière le suivi direct de la qualité d'exécution de la dalle. Donc en gros, ce qu'il fallait enseigner, c'était de faire des maisons avec un petit triangle dessus, que c'était vachement plus joli. Voilà. C'était de la tôle ondulée essentiellement, c'est pas évident non plus parce qu'on est dans des pays, au contraire du Libéria, où il y a d'énormes amplitudes thermiques, donc des étés très chauds, des hivers froids. Toiture en tôle ondulée, c'est pas très marrant à ce niveau-là. Je me souviens d'une remarque d'un autoconstructeur un jour qui me disait que tremblement de terre, il y en avait tous les 30 ans, c'est la période de récurrence là-bas. Tremblement de terre, il y en a tous les 30 ans, des hivers, il y en a tous les ans. Il est mieux prendre le risque d'avoir une maison qui se casse la gueule que d'avoir une maison froide. C'est pas forcément bête comme remarque. Et on est obligé de composer avec ça aussi, on ne peut pas imposer des choses non plus. On ne peut pas amener de matériaux isolants là-bas, je veux dire, on ne va pas créer une industrie du polystyrène là-bas. Donc les seuls conseils qu'on a trouvés avec ça, c'est éventuellement d'isoler avec de la paille. Et je pense que les conseils gouvernementaux ne sont pas allés beaucoup plus loin, et j'avoue que je n'avais pas beaucoup plus d'idées non plus. Voilà, donc on a enseigné la charpente classique, je ne vais pas vous refaire les cours qu'on a ici, vous connaissez tous, c'est un entrée, 2 arbalétriers, on faisait une pente à peu près de 1,5, un poinçon, on a bien enseigné que le poinçon n'est pas lié ici, de façon à ce qu'il n'y ait pas de charge qui soit apposée sur l'entrée. 2 contrefiches, c'était un peu standard. Et puis, on avait essayé de simplifier un petit peu ça. Il y avait des bons charpentiers qui étaient capables de faire des embrèvements ici. Mais de là à enseigner un embrèvement, c'est un peu plus compliqué. Donc, on avait développé, ça c'était de notre propre initiative, on avait développé un système où, ici, on avait un entrée moisant, donc avec 2 pièces, à ce moment-là. Et l'arbalétrier venait au milieu et était cloué. C'est une technique qui est beaucoup plus simple à maîtriser et une qualité d'exécution, enfin une qualité de résistance au moins égale à celle d'un embrèvement. Donc dans ces cas-là, on a trouvé pédagogique de dire maintenant qu'il existe une industrie du clou au Pakistan, et ça c'est acquis, on ne va pas le perdre, on peut utiliser des systèmes moisants et cloués. Ce sera plus simple d'exécution et aussi solide qu'un embrèvement, et beaucoup plus solide qu'un embrèvement mal fait. Voilà, ça c'est un petit peu notre initiative. Donc là on voit je vais réteindre. Donc sur une charpente extrêmement simple, le poinçon qui ne touche pas l'entrée.
L'entrée, on ne le voit pas ici, qui est double. Les contrefiches qui sont moisantes. Des assemblages cloués très simples. Voilà. Puisque là, par contre, on avait moins de tradition. Encore une fois, la toiture traditionnelle, c'est une toiture plate. Donc, il a fallu qu'on s'accommode de nouvelles typologies de toiture. Et là, on enseignait beaucoup plus à partir de zéro. Pas beaucoup plus d'infos sur celle-là. Là, c'est un contre-exemple. Celle-là, c'était un exemple traditionnel. Donc ici, on a un embrèvement véritable et on a un entrée simple avec un assemblage au milieu parce que les pièces là non plus ne sont pas très longues. Par contre, ce qui était au moins bien fait, c'est que le poinçon n'appuie pas sur l'entrée. Donc ne pas donner d'effort sur l'entrée. L'entrée est fait pour travailler la traction et pas la flexion. Voilà, ça c'était les 4 cours qu'on a donnés. Je suis extrêmement précis sur mes timings. C'est l'heure des questions en principe. Une question technique en fait, parce que... Non mais c'est un truc à la con, parce qu'en fait je viens de remarquer que je sais pas à quoi ça sert un poinçon. Volontiers. Alors, je dois le dire, ça me fait plaisir, c'est ce que j'ai enseigné pendant presque un an là-bas, donc il a fallu qu'on cherche. On était avec les collègues, on a cherché, parce qu'on travaillait ensemble, encore une fois, j'étais pas là-bas en grand gourou, donc on cherchait avec les collègues des exemples de comment expliquer les choses. Donc les petits dessins que je vous fais, je les fais un peu vite, mais eux, ils avaient appris à bien les faire régulièrement. Et puis après, on avait du langage gestuel. Je vous ai fait quand on enseignait le bâtard, on avait les assemblages comme ça, on avait travaillé avec les doigts. Quand on faisait de la charpente, je ne vous le fais pas ici, il y a le bureau, mais on se mettait les jambes écartées, puis on regardait que quand on appuyait sur une charpente, ça donne une poussée latérale sur les murs ou quoi que ce soit qui est aux extrémités. Donc l'entrée, ici, travaille à la traction. On peut le remplacer par une chaîne. On a des petits dessins, on mettait une chaîne. Donc on peut avoir une pièce ici rigide, 2 petites pièces en bois, et ici on met une chaîne. Donc ça travaille en traction. Ça, c'est la ferme Delta. C'est la ferme que j'ai au Liberia. Je vous avais montré, il y avait une ferme comme ça qui était toute simple avec les 2 pièces de bois qui dépassaient un petit peu et puis un entrée. Ça s'appelle une ferme Delta. C'est la ferme la plus simple du monde. Et elle travaille comme ça, donc l'entrée sert à éviter que les murs s'écartent. À partir de là, le problème d'une ferme Delta, dès qu'elle est un peu grande, c'est que les arbalétriers fléchissent sous le poids. Et donc, pour contrer le fléchissement des arbalétriers, on va mettre des contrefiches qui font que la force qui est ici ne va pas faire fléchir la pièce. Mais ces contrefiches, si on les laisse comme ça, elles vont venir appuyer sur l'entrée ici. Et l'entrée qui est là, il ne doit surtout pas travailler à la flexion, il n'est pas dimensionné pour travailler à la friction, il est dimensionné juste à la traction. Donc on met ici une autre pièce qui vient rechercher et comprimer l'ensemble ici pour que la force qu'on vient impliquer au milieu d'un arbalétrier remonte sur le point central et soit redistribuée sans toucher ici, surtout ne pas toucher ici. Est-ce que c'est clair ? On avait un petit exemple qui était joli, c'était mon collègue qui avait fait ça. Il avait dessiné un bouquin, assez proprement, j'ai pas les images par contre, je suis désolé. Il montrait, on avait pris un bouquin ouvert, on mettait le bouquin comme, pardon, ça fait du bruit. Le bouquin comme ça, et puis le bouquin, si on le lâche, il s'ouvre, il s'étale. Donc on met un bout de scotch comme ça, hop. À ce moment-là, le bouquin il s'ouvre plus trop. Et puis si les pages ici, elles ont tendance à prendre du ventre, on peut mettre un petit système comme ça, et puis une ficelle, et ça retient les pages. Voilà, quand le dessin est bien fait par le copain et tout, qui maîtrisait Photoshop, c'était un truc qu'il avait fait pour des documents imprimés, ça fait un assez joli dessin. Après, on l'avait fait en vrai aussi, on avait pris des cahiers, et puis on avait mis un bout de scotch dessous, et puis ça amusait les gens. Enfin, c'était ludique et à peu près instructif. Ouais, moi, j'ai terminé, je pense, sur l'intervention que je voulais faire. Donc, s'il y a d'autres questions, on peut continuer comme ça. Nidia, tu veux monter avec moi ? Oui ? On est en situation de reconstruction. L'urgence a été traitée assez...
tout le monde n'était pas satisfait. Ça a mis un petit peu long à se mettre en place. Il a fallu plusieurs jours, jusqu'à 3-4 jours pour atteindre certains villages parce que toutes les routes ont été coupées. Ça, c'est bien avant que moi j'intervienne. Après, il y a eu une situation de post-urgence pour le premier hiver. Donc le tremblement de terre a eu lieu en octobre. Il commençait déjà à faire froid. Et le premier hiver s'est passé comme on pouvait, avec des tentes, des machins et des trucs. Et nous, on est intervenus au cours du premier été et du deuxième hiver. Donc, en gros, et ça, je dois avouer que vous m'embêtez avec votre question, parce qu'on n'est pas fiers de ça. Il y a eu le tremblement de terre qui a eu lieu à un moment donné. Il y a eu un premier hiver qui s'est passé en post-urgence. Et il y a eu un deuxième hiver ici. Et moi, j'étais là avant et après cet hiver-là. Et quand on est arrivé après le deuxième hiver, on n'avait toujours pas fini la reconstruction. C'est quelque chose qui a pris du temps. Les gens, pour 1000 raisons, c'est pas spécialement, enfin, il n'y a pas de faute non plus. C'est que les gens ont mis du temps à se remettre à reconstruire. Il y avait de l'argent qui était donné par le gouvernement pour chaque maison reconstruite, mais cet argent est venu lentement. Donc les gens étaient non seulement pas motivés pour construire, mais souvent ils n'avaient pas les moyens d'acheter les matériaux. Donc pour moi, c'est un des gros constats, une des grosses déceptions de ce projet-là, c'est que le deuxième hiver, à peu près la moitié des maisons n'étaient pas encore reconstruites. Et ça a été dur à vivre pour beaucoup de gens, surtout que, je ne sais plus si tu l'as dit, le premier hiver a été assez doux, on a eu de la chance, les gens ont eu de la chance dans leur malheur, comme on dit. Ils n'ont pas eu trop froid, mais le deuxième hiver, l'hiver où moi j'étais au Pakistan, a été plus rude. Donc là, on a eu un petit problème de vitesse d'intervention. Je ne sais pas si c'est un problème qui est facile à résoudre. On ne peut pas non plus construire des maisons de qualité en 6 mois. Il faut aussi composer avec ça. Mais c'est vrai que ça a été reproché souvent, et on se l'est reproché nous-mêmes aussi. On n'est pas fiers d'avoir laissé des gens dormir sous tente un deuxième hiver. Alors nous, on travaillait sur une toute petite zone. Encore une fois, le Pakistan avait été quadrillé en toute petite zone. On avait la charge de 3 zones et je ne sais plus les chiffres en tête, c'était 20 000 familles ou quelque chose comme ça qu'on a pu toucher. Évidemment, toutes les maisons ne sont pas détruites, heureusement, mais elles sont soit abîmées, soit... je vous redonnerai des chiffres plus précis tout à l'heure si vous voulez en privé, mais en gros, puisqu'on touchait toutes les familles, y compris celles qui n'ont pas eu des maisons détruites par l'enseignement, on avait touché plusieurs fois une ou deux dizaines de milliers de familles. Je reviens un tout petit instant là-dessus. Quand on est arrivé, qu'on a passé le deuxième hiver, là c'est un petit peu moi qui suis intervenu de façon un peu péremptoire pour dire qu'on arrêtait le programme de reconstruction. On enlevait le re, et on faisait un programme de construction. C'est-à-dire qu'en gros, un petit peu après le deuxième hiver, on avait 2/3 des maisons qui ont été reconstruites. Le dernier tiers, je l'ai soufflé à Nidia tout à l'heure, le 3e tiers des maisons, elles ne seront pas reconstruites, soit parce que les gens ne sont plus là, soit parce que les gens n'ont pas les moyens, pour 1000 raisons. Donc en gros, le gros de la reconstruction, après le deuxième hiver, il fallait arrêter de parler de reconstruction. On ne va pas étaler un programme de reconstruction après un séisme sur 25 ans non plus. Par contre, on avait une pertinence en construction, c'est-à-dire que tout ce qu'on enseignait, on l'enseignait aussi pour la jeune génération, pour les gens qui allaient se marier, avoir des enfants, construire une maison, construire une extension, etc. Donc, à partir du moment où on a passé le constat de se dire, bon, ça fait 2 hivers, maintenant on a passé le gros, on s'est concentré sur l'enseignement à tout le monde, l'enseignement général, de toucher plutôt les jeunes générations. Si on n'avait pas été évacué, une de nos priorités, c'était de donner des cours dans les écoles aux petits-enfants, de leur faire dessiner les petits dessins que je vous ai fait moi ici. On aurait voulu leur faire dessiner dans un cahier pour qu'ils se souviennent simplement, parce que quand à 7 ans, on a eu un cours sur comment construire sa maison, quand on en a 25, on s'en souvient. Donc ça aurait été un peu notre objectif, un décalage ou un ripage de la reconstruction post-séisme à la construction antisismique générale dans les populations rurales du Pakistan. D'autres questions? Oui? Les 3 organisations là dont vous avez parlé, ils acceptent aussi
celle de